La Valnerina est une vallée italienne située en Ombrie, parfois surnommée le cœur vert de l'Italie. Le Velino qui la parcourt se jette dans la Nera de façon spectaculaire, en effectuant un plongeon de 165 mètres de haut. La cascade de Marmore est l'une des plus vertigineuses d'Europe. On vient du monde entier pour l'admirer. La beauté du panorama masque une expérience biologique involontaire, fruit de l'action de l'homme. Celui-ci a introduit dans le Tibre des écrevisses importées de Louisiane. Mais cette introduction s'est muée en invasion incontrôlable. Elle a eu des conséquences importantes sur la biodiversité du site. Ces écrevisses de Louisiane sont aujourd'hui surnommées écrevisses tueuses. Le phénomène occupe beaucoup de biologistes et inquiète tous les pêcheurs. Peu de gens le savent, mais cette invasion est en train de modifier complètement l'équilibre écologique des lacs et des courants d'eau douce environnants. On a notamment constaté une explosion démographique des oiseaux pêcheurs qui nichent sur les rives du Tibre. Comme leur nom l'indique, les écrevisses de Louisiane viennent d'Amérique. Elles ne font pas partie de la faune endémique de l'Europe et de l'Italie. Les oiseaux s'en fichent. Pour eux, c'est une nourriture comme une autre. Ils se sont adaptés et sont passés maîtres dans l'art de la pêche à l'écrevisse. L'eau de la cascade des Marmores entame son voyage dans les montagnes de la chaîne des Apennins. La chaleur du début du printemps fait fondre la neige qui alimente la rivière Velino. Ceci est l'habitat du cincle. L'eau est glaciale, mais le cincle s'affaire. Il cherche des trichoptères. Ces petits insectes aquatiques vivent au milieu des pierres au fond de la rivière. Pour se protéger, les larves se fabriquent un fourreau à l'aide de petits cailloux. Mais le cincle est malin. Il sait comment les déloger et surtout comment les repérer. Il n'a pas besoin de masque de plongée. Il plonge courageusement. Son plumage est épais et imperméable. Mais quand la température de l'eau est à 0, il reste chaud et sec. Le nid de ce couple de cincles, fabriqué avec de la mousse, est accroché à un promontoire rocheux qui surplombe une petite cascade. Hors d'atteinte des prédateurs, terrestres ou volants. En amont de la cascade, l'eau de la rivière est utilisée pour remplir de grands bassins d'élevage de truites et d'écrevisses américaines destinés à la consommation humaine. Une eau froide, pure et oxygénée arrive en continu dans ces grands bassins. L'eau qui en ressort se déverse dans la rivière, un peu moins pure et surtout chargée en nouveaux habitants. Un système de filets est censé empêcher poissons et crustacés de finir dans la rivière, mais il n'est pas infaillible. Certaines écrevisses réussissent à passer au travers et s'installent dans la rivière. Le Velino traverse Rieti et la vaste plaine qui l'entoure, autrefois constellée de lacs et de marécages formés par ces inondations récurrentes. Les Romains étaient toujours à l'affût de nouveaux territoires à conquérir et exploiter. Ils ont eu l'idée d'ouvrir une tranchée à travers la montagne pour envoyer les eaux du Velino vers la Nera en contrebas, qui est elle-même un affluent du Tibre. Science-fiction, me direz-vous? Pas du tout.
Les Romains sont connus pour avoir été un peuple de bâtisseurs émérites, et cette cascade fait partie de leurs exploits. Elle a été achevée en 271 avant Jésus-Christ. « 50 mètres cubes d'eau se déversent en 3 paliers successifs vers la vallée de la rivière Nera, près de Terni. Et dans cette eau se trouvent des écrevisses qui, grâce à leur exosquelette, parviennent à survivre au plongeon de 165 mètres de haut. Un peu plus loin, en aval de la cascade, la Nera remplit sa mission, alimenter le Tibre. Le Tibre est le 3e plus long fleuve d'Italie. Il prend sa source dans l'Apennin du Nord et parcourt près de 400 km à travers la Toscane, l'Ombrie et le Latium. Le fleuve s'écoule lentement. Saules, peupliers, aulnes, il traverse une forêt de feuillus. Une mince bande d'arbres et d'arbustes court sur son rivage. Tout le reste, ce sont des terres cultivées. L'environnement a été profondément altéré par l'homme. Une autoroute a été construite à côté. Il n'en demeure pas moins qu'il abrite une faune très riche. La chasse y est interdite depuis des années. Les animaux l'ont bien compris. Les chevreuils, qui vivent généralement à couvert dans les forêts de feuillus des collines, n'hésitent pas à s'aventurer dans les champs et à pousser jusqu'aux haies d'arbres et d'arbustes en bordure du fleuve. Un barrage retient l'eau et donne naissance à l'un des plus grands lacs artificiels d'Italie. Le lac d'Alviano. Contrairement à beaucoup d'autres bassins créés pour produire de l'électricité hydraulique, le lac d'Alviano est peu profond. Ses berges sont en pente douce et il est relativement large. Tout cela contribue à faire de lui une mini-Amazonie au cœur de l'Italie. Pour les écrevisses qui ont survécu au plongeon de 165 mètres, c'est le paradis. Dans ces marécages, les écrevisses se sentent comme chez elles, en Louisiane. C'est là que leurs ancêtres ont été pêchés pour être exportés vers l'Europe il y a un demi-siècle. Elles peuvent se cacher dans la vase et y trouver de la nourriture. C'est un habitat beaucoup plus favorable que le Vélino, où elles devaient se battre contre un courant déchaîné. Le brouillard se dissipe progressivement au-dessus de cette étendue d'eau et de roseaux. Seuls les appels de nombreux oiseaux troublent le silence. Les canards entament leur parade nuptiale. Ils exhibent fièrement leur magnifique plumage. Chez les sarcelles d'été, ce n'est pas encore la saison, mais en attendant, les mâles se disputent les faveurs des femelles. Ces canards de petite taille effectuent un long voyage. Ils sont partis d'Afrique de l'Ouest et ont pour destination la Mongolie ou la Sibérie. En route, ils font une brève escale dans la vallée du Tibre. Ils sont pressés et n'ont pas une minute à perdre. Ils cherchent une partenaire pour finir le voyage à deux.
2 tadornes sont en pleine opération séduction. Eux n'ont pas besoin de migrer, ils nicheront ici. Leur élégance masque une certaine agressivité. Les mâles ne tolèrent aucun autre canard, pas même une petite sarcelle d'été. Chez les hérons, les premiers à nicher sont les hérons cendrés. La neige n'a pas encore fondu sur les montagnes des Apennins et les feuilles n'ont pas encore repoussé sur les arbres. La héronnière est déjà installée et un certain nombre de couples sont engagés dans les prémices de la reproduction. Il faut d'abord trouver une fourche propice dans un arbre, puis restaurer le nid de l'année précédente ou en construire un nouveau. Les nids des hérons sont à 10 mètres de hauteur, hors de portée des prédateurs terrestres. Le mâle l'atteint via une longue branche. C'est à la femelle d'aménager le nid. Le couple se salue dans les règles. Les hérons ont un bec dur et coupant. Cela risque de faire mal en cas de dispute. Non loin, une femelle couve ses œufs. Elle est immobile. Elle surveille les alentours. Pendant plus d'1 mois, elle va passer la journée sur ses œufs. De temps en temps, elle se fera relayer par le mâle. L'aventure de la reproduction commence par un accouplement périlleux et acrobatique pour ces échassiers perchés dans les hauteurs d'un arbre. La forêt est encore nue, mais déjà des bourgeons apparaissent au sommet des arbres. Des petits papillons volaient en essaim autour des premières feuilles. Ceux-là sont des adèles verdoyantes. Les mâles, pourvus de très longues antennes, cherchent des femelles. Les milans noirs sont revenus sur les bords du lac. Eux ont passé l'hiver en Afrique subsaharienne et traversé le désert et la mer avant d'arriver ici. Ils sont légers, leurs ailes presque aussi larges que longues leur permettent de planer sans effort. Ils se frôlent les uns les autres. Chacun marque son territoire autour du nid, installé dans les forêts qui surplombent la rive du lac. Puis vient le moment de l'accouplement dans les peupliers. Ces flocons cotonneux qui semblent flotter dans l'air ne sont pas de la neige, mais des graines de peuplier. Elles dérivent au vent, portées par leurs parachutes soyeux. Le Rémise penduline s'est servi de ce coton de peuplier pour se fabriquer un nid bien douillet, une véritable œuvre d'art en forme de poire suspendue à une branche d'arbre. D'autres oiseaux aquatiques font leur apparition dans la héronnière.
Avec leurs pattes palmées, les cormorans se déplacent difficilement dans les branches. Alors ils doivent bien calculer leur trajectoire pour se rapprocher au maximum du nid. Autrefois, on ne les voyait qu'en hiver. Mais ces dernières années, des couples de cormorans ont commencé à s'installer dans les mêmes arbres que les hérons. La température des cormorans est élevée. Ils dispersent leur chaleur en faisant battre une poche de peau nue au niveau de leur gorge, appelée poche gulaire. Des moineaux tournent autour de leur nid. Eux-mêmes cherchent un petit coin confortable où s'installer. Du haut des arbres, une pluie de guano tombe en permanence. Cette substance naturellement concentrée en composés azotés fertilise l'eau et le sol. De quoi encourager encore une explosion de vie, principalement due à la nature limoneuse du substrat. Ce limon fin et argileux est collecté par le fleuve et ses affluents au fil de leur parcours dans les collines. Beaucoup des petits animaux qui prospèrent dans ces eaux agissent comme des filtres naturels. C'est le cas des moules d'eau douce, par exemple. Les larves d'éphémères utilisent des impadices spéciaux pour utiliser l'eau pleine de particules organiques vers leur bouche. Les trichoptères juvéniles vivent dans un fourreau qu'ils ont fabriqué eux-mêmes avec des petits cailloux, scellés entre eux avec le mucus qu'ils sécrètent. Leur corps est mou et ils sont dépourvus de défense. C'est leur seule chance d'être un tant soit peu en sécurité. Ces bassins contiennent des milliers de larves de moustiques, mais peu deviendront adultes. Car s'il y a bien une créature sans défense dont les prédateurs aquatiques raffolent, c'est elle. Quand elle est dérangée, elle bouge, effectue des mouvements saccadés, zigzague et se propulse un peu plus en profondeur pour gagner en sécurité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'au fond du bassin, un de leurs ennemis les plus dangereux encore au stade larvaire guette. Une forme juvénile de libellule ou nymphe. Elle est si bien camouflée qu'elle peut se confondre avec des débris organiques. La nymphe de libellule s'approche très lentement et attend que sa proie soit à portée de son organe buccal pour agir. Celui-ci, appelé labium, est préhensile. Elle le projette en avant comme un filet pour capturer sa proie. La victime se retrouve emprisonnée et n'a aucune chance de lui échapper. D'autres prédateurs opèrent à la surface, comme les notonectes, aussi doués pour nager que pour voler. Ces punaises aquatiques appartiennent à l'ordre des hémiptères, tout comme les cigales ou les punaises vertes puantes. Comme les cigales, leur appareil buccal appelé rostre fait d'elles des insectes suceurs de liquide. Mais contrairement à elles ne se nourrissent pas de sève d'arbres, mais des liquides internes des animaux qu'elles piquent. Les notonectes injectent un cocktail d'enzymes dans le corps de leur victime qui la transforme en milkshake prêt à être siroté à la paille. Les écrevisses ont l'embarras du choix. Elles nagent littéralement dans la soupe. Matière vivante ou en décomposition, d'origine végétale ou animale, elles se satisfont de tout et ne sont jamais rassasiées. Sans compter qu'avec leurs longues pinces, les écrevisses de Louisiane savent se défendre. Elles peuvent vivre jusqu'à 10 ou 12 ans, contrairement à d'autres, moins bien armées.
Un groupe d'aigrettes a trouvé l'endroit où les tritons sont venus se reproduire. À l'état larvaire, ces amphibiens ressemblent à de petits poissons sur pattes. Ils essaient de se dissimuler dans la flore aquatique. Les larves pèsent à peine la moitié d'un gramme. Les petites aigrettes les attrapent sans effort, même si cela ne suffit pas à les rassasier. Rares sont celles qui échappent au regard affûté et au bec acéré de ces oiseaux. Un véritable massacre. Les petites aigrettes gardent leur distance. Chacune a une zone de pêche, ou plutôt un territoire de chasse délimité, et le défend. Les larves se réfugient là où la végétation est plus dense, mais les aigrettes ont trouvé le moyen de les débusquer. Elles déplacent les plantes et la vase avec leurs pattes et forcent les derniers rescapés qui avaient trouvé refuge au fond à sortir. Sur 1000 tritons, à peine 10 survivront. C'est tout juste assez pour assurer la continuité de l'espèce pour l'année à venir. Les premières fleurs des nénuphars blancs commencent à sortir. Une même feuille de nénuphar offre 2 écosystèmes en un. La partie supérieure sert d'aire de repos aux libellules, et le dessous de cette feuille, large et ronde, incrustée de microalgues, accueille escargots d'eau douce et vers plat. Les vers plats présentent un grand intérêt pour les chercheurs car ils sont naturellement capables de régénérer des parties de leur corps. Les grèbes huppées se sont parées de leurs plus beaux atours. Des touffes de plumes roux orangées à pointe noire sur la tête et jusqu'aux joues. Le couple renouvelle ses vœux avec une danse du pingouin, comme on la surnomme. Les 2 partenaires se dressent en position verticale. Ils s'approchent l'un de l'autre et s'offrent mutuellement des plantes aquatiques qui serviront à construire le nid. Le rituel veut qu'ils secouent la tête de tous les côtés pour bien montrer leur collerette dressée. Les roseaux protègent les nichées des oiseaux aquatiques des prédateurs terrestres. Aucun renard n'est capable de nager suffisamment loin pour atteindre le nid des foulques ou pour attaquer une nichée de petites poules dans l'eau. Les innombrables cocons d'insectes s'ouvrent, aquatiques au stade larvaire et aériens à l'âge adulte. Les battements des millions de petites ailes font autant de bruit qu'un moteur d'avion vrombissant au loin. Les chironomes, ou mouches des lacs, ressemblent à des moustiques, mais contrairement à eux, ils ne se nourrissent pas de sang. Ils tournoient en masse au coucher du soleil. Ils forment des nuages dans lesquels mâles et femelles choisissent un partenaire. Une aubaine pour les oiseaux insectivores qui ont synchronisé leur propre activité reproductive avec cette explosion de plancton aérien. Un couple de rousserolles et farvates a construit un nid suspendu au milieu des roseaux. Leur voyage a été long depuis l'Afrique tropicale. Le crépuscule ne ralentit pas le rythme des oiseaux qui s'activent.
Ils n'ont que quelques semaines pour se reproduire. Les conditions sont bonnes pour pêcher, même quand la lumière décline, parce que dans l'obscurité naissante, le poisson qui s'approche de la surface ne remarque pas le héron qui guette. Les choucas des tours, eux, préfèrent la lumière du jour. C'est l'heure où ils vont se percher quelque part pour dormir en sécurité. L'eau transportée par le fleuve, qui provient de la neige fondue des montagnes, a submergé la base des arbres et créé un labyrinthe. Les hérons ont établi leur colonie au milieu de ce labyrinthe, à l'endroit le plus inaccessible. Il y a quelques années, cette forêt était quasi silencieuse. Il n'y avait même pas un nid. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Seuls les palmipèdes ou les échassiers peuvent emménager ici. Beaucoup d'autres espèces se sont jointes aux hérons cendrés et l'endroit est devenu une colocation très animée. La répartition des nids semble assez arbitraire, alors qu'elle suit en réalité des règles très précises pour que tout ce petit monde puisse vivre en relativement bonne harmonie. Pour une bonne entente entre les espèces, chacun a son étage. Les cormorans occupent les étages élevés, tandis que les hérons cendrés sont carrément sous les toits. Les spatules privilégient les niveaux inférieurs. Elles se déplacent difficilement sur les branches et préfèrent ne pas être trop haut pour éviter une catastrophe en cas de chute. Certains juvéniles ont quitté le nid et se chamaillent en attendant que leurs parents leur rapportent à dîner. Beaucoup de ces oiseaux portent des bagues numérotées à la patte, posées par des ornithologues dans leur pays de départ. Elles permettent de reconstituer le périple qui les a menés dans la vallée du Tibre. Ce spécimen a un passeport hongrois. Des dizaines de couples de hérons garde-bœufs et de petites aigrettes se disputent leurs meilleures branches. Chaque fois qu'ils rapportent leur récolte de nourriture au nid, ils prennent le risque d'être éborgnés ou sérieusement blessés, tant les poussins sont pressés de manger. Perchés à 20 mètres de haut dans l'arbre, frères et sœurs n'hésitent pas à se battre pour la nourriture. Les aigrettes en pleine croissance ont besoin de manger pour survivre. Certains finissent dans l'eau, mais ici, point de piranha ou de crocodile. Le petit héron va pouvoir regagner le bord tout doucement et se sécher. À ce stade de leur vie, ils dévorent. Chaque poussin mange autant qu'un adulte, sinon plus. Et comme ils sont en moyenne 3 par couvée, l'impact sur les ressources est d'autant plus important. L'appétit d'ogre de cette population nombreuse a des conséquences sur l'eau, les roselières, les étendues de nénuphars et de potamots. Des tonnes de poissons, d'invertébrés, de grenouilles et d'autres animaux aquatiques finissent dans les gros estomacs d'une armée de poissons pêcheurs. Chacun a sa technique de pêche, une zone d'action délimitée et ses proies de prédilection. Les aigrettes ont déniché un banc de petits poissons en bas de la berge du barrage. Elles se battent pour la meilleure place.
Certaines préfèrent quitter la foire d'empoigne près du barrage et s'éloigner pour pêcher tranquille. Celle-là a trouvé une petite grenouille au milieu des feuilles de potamo. Malgré un bec assez encombrant, les spatules n'ont aucun mal à manger des poissons de petite et moyenne taille, auxquels se mélangent parfois des écrevisses. Le héron crabier est d'une nature solitaire. Il approche prudemment de sa proie et ne se lance que s'il est sûr de sa victoire. Les cormorans pygmées pêchent dans les eaux peu profondes, denses en végétation. Ils regardent sous l'eau, cherchent leur proie préférée, l'écrevisse. Celle-ci se cache très bien dans la vase et au milieu des plantes. Les bioraux pêchent la nuit et passent la journée quasiment sans bouger dans les branches d'un arbre ou dans l'eau. Les hérons garde-bœufs chassent les lombrics dans une prairie marécageuse. Contrairement aux hérons plus grands, eux montrent une préférence marquée pour les invertébrés. Il en va de même des échasses blanches. Grâce à leurs longues pattes, elles peuvent avancer dans des zones plus profondes pour capturer tout ce qui bouge entre les plantes aquatiques. Les échasses blanches pondent leurs œufs sur un petit tas de végétaux et de boue à même le sol. Ils sont exposés à de nombreux dangers, mais les échasses veillent au grain. Elles défendent bruyamment et avec vigueur. Les athérines sont de tout petits poissons. Ils pèsent à peine 3 grammes. 50 athérines, c'est la ration journalière moyenne d'un cormoran. Les cormorans pêchent en groupe. Ensemble, ils repoussent les bancs de poissons vers les berges et les coincent au bord en faisant bloc avec leur corps. Perché sur un poteau, un balbuzard mange un poisson qu'il a capturé. Il le vide méthodiquement, en espérant qu'une mouette ou un corbeau ne viennent pas troubler son repas. Petits ou grands oiseaux, tous vont à la pêche. Ce martin-pêcheur a su plonger au bon moment. Il a beau être minuscule, cet oiseau est remarquablement habile. Sur 100 tentatives, il en manque peut-être 10 maximum. Autrefois, le Tibre et le lac d'Alviano étaient peuplés de brochets, de perches, de carpes et d'anguilles. Des petits pêcheurs venaient y attraper des poissons très demandés en ville, qui se vendaient à bon prix. Mais à la fin du siècle dernier, l'équilibre écologique du site a été rompu. Pour satisfaire une demande des professionnels de la pêche, on a importé des espèces de poissons exotiques qui ont envahi les rivières et le lac. Personne n'a pensé aux conséquences. Ces espèces exogènes ont fait disparaître des espèces endémiques
Mais comme elles n'ont plus d'intérêt commercial aujourd'hui, plus personne ne les pêche. Dans le lac, à côté des espèces indigènes de plus en plus rares comme l'anguille, qui repart vers le fleuve, on rencontre au moins 10 espèces exotiques qui vont du crapet soleil, un poisson d'Amérique du Nord, à la carpe asiatique, qui constitue désormais le cœur de l'industrie piscicole locale. Les grandes carpes koi et leur étonnante couleur orange côtoient les tortues aquatiques originaires d'Amérique. Ces dernières sont devenues courantes. Ce sont de très bonnes nageuses. Elles n'émergent de l'eau que pour prendre un bain de soleil. Combien sont d'anciennes tortues domestiques déposées là par des propriétaires qui ne pensaient pas qu'elles deviendraient aussi grosses. Le héron cendré observe à travers les roseaux. Il a repéré quelque chose d'intéressant. Il vient d'attraper un poisson-chat, une espèce américaine. Pour l'aigrette, ce sera un carassin commun, un parent du poisson rouge. Une espèce originaire d'Asie cette fois. Une petite grèbe ressort la tête de l'eau avec une gambusie dans le bec, un petit poisson d'origine nord-américaine. Les poissons exogènes se sont multipliés de façon exponentielle. Ils sont devenus une source essentielle de nourriture pour les hérons, les cormorans et les spatules. Mais le boom démographique qu'on constate chez ces oiseaux est principalement dû à l'importation des écrevisses de Louisiane, les ancêtres de celles qui viennent de survivre à la descente vertigineuse de la cascade des Marmores. Cette famille de grèbes s'est spécialisée dans la chasse aux écrevisses tueuses. Celle-là était un peu trop grosse pour ces poussins. Ils ont du mal à la manger. Le crustacé exogène qui a envahi les rivières et les lacs d'Europe a quand même des adversaires. L'écrevisse figure aujourd'hui au menu de toutes les espèces, y compris d'un ibis sacré solitaire arrivé de nulle part pour une partie de pêche. Les écrevisses tueuses de Louisiane sont devenues des proies à leur tour. Elles constituent 90% de la nourriture du nouvel écosystème, aujourd'hui modifié par la présence d'espèces exotiques, poissons, tortues, mais aussi ragondins. La végétation aussi est affectée par l'arrivée de ces nouveaux locataires. Autrefois, on craignait que les roselières ne deviennent trop denses. Aujourd'hui, elles sont victimes des ragondins qui s'attaquent au moindre début de plante. Les roseaux sont aux ragondins, ce que les bambous sont aux pandas. Une importante population de ragondins s'est établie sur les rives du lac d'Alviano et y est désormais bien implantée. Ces ragondins sont arrivés d'Amérique avec des papiers en règle. Ces rongeurs, ressemblant vaguement à des rats ou des castors, sont originaires d'Amérique du Sud. Ils y seraient bien restés, mais à la fin du XIXe siècle, ils ont été importés en Europe pour leur fourrure. Les plus chanceux ont réussi à échapper à leur sombre destin et à se cacher sur les rives des rivières et des lacs pour mener une vie de clandestin. Maintenant que la fourrure de ragondin n'est plus à la mode, ils peuvent se montrer au grand jour et vaquer à leurs activités sans avoir peur de finir en manteau. Le ragondin se reproduit à un rythme rapide, et aujourd'hui, ils sont des milliers en Europe. Cette population est à l'origine de nuisances. Ils détruisent la flore aquatique, mangent les cultures et fragilisent les berges des lacs et des rivières en creusant des galeries.
Strictement végétariens, ils ne privent pas les oiseaux de leur nourriture. En revanche, ils sont tellement gros qu'ils sont capables de détruire un nid sur leur passage. Les femelles peuvent donner naissance à des portées de 10 à 12 individus, même si elles sont généralement moins importantes. Les mères sont très attentives à leurs petits et s'en occupent bien. Mère et petit partagent des moments de tendresse. Qui a dit que les rongeurs n'étaient pas capables de montrer de l'affection ? Une expérience spontanée est en train de se dérouler dans la vallée du Tibre et en particulier dans le lac d'Alviano. Le lac est aujourd'hui un écosystème mondialisé qui préfigure l'avenir de nombreux environnements dans le monde. Il illustre ce qu'il se passe quand un milieu est conquis progressivement par une poignée d'espèces exogènes, adaptables et envahissantes. Elles traquent les espèces autochtones, tout en cohabitant avec elles, et créent ainsi de nouvelles interactions écologiques complexes. C'est un formidable laboratoire du vivant qui est en train de tester, avec des résultats mitigés pour l'instant, si des espèces lointaines introduites par l'homme, de manière délibérée ou accidentelle, sont capables de coexister avec les espèces natives et s'intégrer au milieu existant. Dans ce grand laboratoire de biodiversité, même si les acteurs ont changé, la règle est toujours la même. Manger ou être mangé. La seule grande inconnue restante relative à ces organismes exotiques est leur capacité à s'adapter au climat. Même avec le réchauffement climatique, ils sont exposés à des températures plus basses que celles auxquelles ils étaient habitués dans leur région d'origine. Des volées de cormorans envahissent le lac. Ils s'ajoutent aux résidents déjà présents, brusquement assaillis par ces oiseaux migrateurs du nord. Une volée de cormorans travaille en équipe. Ils ont décidé de partir à la pêche dans un plan d'eau. Difficile de dire qui est le meneur, mais il a convaincu les autres et le groupe a gonflé. Ils partent d'une extrémité et se déplacent en groupe vers la berge opposée. Ils plongent et ressortent de l'eau presque parfaitement synchronisés. Les poissons ne peuvent échapper à leur bec puissant et crochu. C'est l'hiver. Au lac d'Alviano, une bonne partie des hérons, bioraux, hérons crabiers, hérons pourprés et la plupart des petites aigrettes sont repartis vers des contrées plus chaudes. De son côté, la population des grandes aigrettes, ces oiseaux majestueux qui chassent en pleine eau mais parfois aussi à terre, a décuplé. Il a neigé et le lac est recouvert d'une mince couche de glace. Il n'y a ni grenouilles ni tortues. Le butor choisit cette saison et les dernières heures du jour pour aller pêcher l'écrevisse.
Ils fouillent chaque recoin de la berge. Les écrevisses et autres espèces exotiques qui ont envahi le Tibre craignent le froid. Elles viennent de milieux tropicaux et ne connaissent pas la neige, encore moins la glace. Alors chaque année, elles affrontent l'hiver en se cachant dans la vase et la terre. Mais bientôt, avec le réchauffement climatique en cours, cela ne leur posera plus aucune difficulté. Les hivers sont de plus en plus doux. Les hivers rigoureux sont désormais l'exception et la glace reste rarement plus de quelques jours. Les ragondins et écrevisses arrivés d'Amérique ont évolué. Ils se sont adaptés. Leurs descendants résistent de mieux en mieux à des vagues de froid modérées. Alors soyez certains que le Tibre et son lac ressembleront de plus en plus à des eaux tropicales. Bientôt, les écrevisses de Louisiane et les tortues américaines se sentiront comme chez elles. Nous devons nous préparer à un avenir dans lequel nous serons amenés à cohabiter avec des espèces qui nous sont aujourd'hui étrangères. L'exemple de la vallée du Tibre nous montre qu'un nouvel équilibre est possible.